Je suis la plus jeune élue à la CTM. Alors, mais les jeunes... La première, hein, c'était bien à 26 ans, mais bon, 6 ans plus tard. Hein. Et j'espère que dans 6 ans, ce ne sera pas le cas. Alors, notre cacao, Cora, l'or noir de Martinique, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Est-ce que c'est vraiment l'un des meilleurs au monde? On a besoin de cette transmission, on a besoin de savoir qui on est, d'où on vient, etc. pour savoir où on veut aller. C'est important. Entre confidence et écoute bienveillante, nos invités viennent tels qu'elles sont. Ici, on enlève ses chaussures et on ose se dévoiler en toute intimité. Bienvenue chez Telle Quelle. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver enfin pour cette 3e saison de Telle Quelle. Et ce soir, je reçois une femme brillante, engagée, avec un parcours remarquable. Cora Bernabé, bonsoir. Bonsoir Caroline et merci pour l'invitation. Avec plaisir. Alors Cora, pour te présenter, il y a pas mal de choses à dire, donc je prends mes notes. Alors, tu as une formation d'ingénieur agronome. Tu as poursuivi le travail de valorisation entamé par ton grand-père sur le cacao et tu présides d'ailleurs l'association Valcaco, qui est le groupement des producteurs de cacao de Martinique. Tu es également responsable agricole dans une distillerie et conseillère territoriale. On verra comment tu fais pour placer autant de vies dans une seule vie dans un petit instant. Mais avant tout, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu du mal à trouver ton objet mystère ce soir? Je n'ai pas eu de mal à trouver mon objet mystère, mais je me suis dit que sur le coup, c'était peut-être pas super original. Mais lorsqu'on expliquera, il fait le lien un peu avec tout ce que je suis aujourd'hui. Avec toutes les casquettes et toutes les activités. Alors, écoute Cora, on va le découvrir tout de suite si tu veux bien. Oui, avec plaisir. En effet. Alors Cora, explique-nous un petit peu donc ce que tu as, même si je pense que c'est évident ce que tu as entre les mains. Et du coup, pourquoi tu as choisi cet objet ce soir? Alors, c'est une cabosse de cacao. Donc, voilà, pas très originale de prime abord, mais elle fait... elle me rappelle le lien avec mon grand-père, avec notre terre aussi martiniquaise, puisque le cacao, c'est une culture patrimoniale. Et puis, et mon attachement finalement à mon territoire et au fait que j'œuvre à mon niveau pour le faire avancer. Très bien. Alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi, plus jeune, on t'appelait Rantanplan? Mais comment tu as su ça? Toute petite, je suivais mon grand-père partout. Donc, les week-ends, ma mère me prenait tout endormie le samedi matin. Et on allait sur le terrain familial, un terrain que mon grand-père a acheté dans les années 70, où il a fait de l'agriculture, de l'élevage de bovins, ovins, caprins, écrevisses, maraîchers, etc. Tout plein de choses. Après avoir quitté son activité en tant que chef d'atelier chez Peugeot. Il s'est mis tardivement à l'agriculture, il avait quel âge? Oui, il avait 50 ans lorsqu'il s'est mis à l'agriculture. Mais c'était une forme de passion ou de rêve accompli ou de passion retrouvée, parce qu'il était petit-fils de distillateur. Et du coup, lorsque toutes les distilleries, il y avait plusieurs centaines de distilleries au début du siècle, et lorsque toutes les distilleries ont commencé à disparaître, celle de son grand-père aussi, et je pense qu'il s'est toujours dit qu'il souhaitait retrouver un peu un lieu dans la campagne où il pourrait vaquer à ses passions, je dirais. Et passions, du coup, qui t'a été transmise. Et tu étais justement tout le temps avec lui, à le suivre. Toi, quel souvenir tu gardes de cette époque? Ton grand-père, il me semble qu'il nous a quittés dernièrement. C'est ça, il nous a quittés il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Mais du coup, tous mes souvenirs d'enfance jusqu'à il y a 2 ans, de partage, de transmission. Petite, j'aimais pas me lever pour aller à l'école, mais par contre, me lever à 6h30 quand je sentais l'odeur du café. Parce que ma grand-mère se levait tôt, vers 4h, 4h30 pour faire le café. Je me réveillais, j'allais dans leur lit. Comme ça, je savais quand mon grand-père se levait et j'allais
je disais faire les animaux avec lui. Donc couper les herbes, les vaches, donner à manger aux animaux. C'est voilà. vraiment quelque chose qui te passionnait. C'est ça. En fait, la question ne s'est jamais réellement posée, c'est-à-dire que ça s'est fait naturellement au fur et à mesure des années. Alors Cora, après tes études en agronomie tropicale, tu retournes au Carbet, donc sur l'exploitation de ton grand-père pour continuer donc le travail qu'il a commencé. Est-ce que c'était une évidence après tes études? Tu n'as eu aucun doute? Il fallait que tu retournes là, continuer ce que ton grand-père effectivement avait entamé? En fait, lorsque j'ai commencé mes études d'agronomie, chaque jour, on me rapprochait un peu plus de mon retour en Martinique. Ah oui? Oui. Et mon retour, pour moi, c'était... quand je suis partie, j'avais une tante qui travaillait aux archives départementales et qui avait fait des recherches sur le terrain que mon grand-père avait acheté dans les années 70. Et elle avait vu que c'était une ancienne plantation de cacao et de café. Et à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas faire du cacao et du café? Et dans mon cursus, on a l'occasion dans cette école de faire des voyages à l'étranger. Et un des voyages était en Jamaïque, dans le café Blue Mountain. Et là, je me suis dit, vu le coût du café, ça va être compliqué. Allez, on va uniquement se focaliser sur le cacao. Et en même temps, il y a eu une volonté sur le territoire, en fait, de voir naître une filière cacao dans laquelle je suis rentrée, une dynamique dans laquelle je suis rentrée dès le départ. Et donc oui, effectivement, lorsque je suis rentrée en Martinique, c'était retrouver tous ces vieux cacaoyers, participer à la dynamique et déjà, oui, à l'échelle du terrain de mon grand-père, continuer à apprendre avec lui, continuer à partager. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est en 2015 que tu deviens la présidente de l'association Valcaco. Alors, notre cacao, Cora, l'or noir de Martinique, qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel? Est-ce que c'est vraiment l'un des meilleurs au monde? Dis-nous tout. Alors, même si je ne suis pas très objectivement, je vous dirais, bien sûr, c'est le meilleur cacao au monde. Qu'est-ce qu'on en dit dans les grands salons? Voilà, très sérieusement, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, la Caraïbe, elle est très propice au développement de notes aromatiques assez fines sur le cacao. Nous, en Martinique, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'on a... le cacao, il est arrivé il y a très longtemps. En fait, il est arrivé avec les Amérindiens. Et ensuite, la culture s'est développée à partir des années 1660. Mais ça existait déjà sur le territoire bien avant ça. Et là, quand on a commencé les études sur notre cacao martiniquais, on s'est rendu compte qu'on avait 7 variétés sur les 10 qui existent dans le monde. Une signature. C'est pas mal. C'est génial. Et derrière ça, une signature génétique martiniquaise. Et puis en plus de ça... Ça veut dire quoi quand on dit une signature génétique martiniquaise? On parle des notes aromatiques, non? Non, pas encore. Okay. On parle de spécificité au niveau de l'ADN. C'est-à-dire que ces variétés-là, elles ont évolué tellement longtemps sur le territoire, en Martinique, dans notre pays, que finalement, elles sont martiniquaises. On ne peut pas parler d'endémisme. D'accord. On ne peut pas parler d'endémisme parce qu'elles ont été introduites par les Amérindiens, mais on peut parler de signature génétique. Ok. Et puis derrière ça, on s'est dit, c'est déjà génial et tout. Et derrière ça, on s'est rendu compte que, à partir du moment où on maîtrise tout le process de transformation, donc après avoir récolté, on ouvre la cabosse, on fermente, c'est la fermentation qui va créer tous les précurseurs d'arômes, on sèche. Là, on arrive à obtenir ce qu'on appelle un chocolat fin, donc avec des notes aromatiques différentes en fait, en fonction de l'endroit où on se situe. Donc on peut avoir sur toute la Martinique un panel assez important de notes aromatiques. Et puis depuis peu, on sait qu'on a une note aromatique martiniquaise, globalement, et que spécifiquement, par micro-terroir, on a des notes qui vont se distinguer plus ou moins. Donc des notes de fruits à coque, de fruits rouges, de bananes, de caramel, épicé, boisé, etc. Mais c'est assez incroyable parce que nous, producteurs complètement débutants, au départ, quand on a goûté les premiers chocolats issus de notre cacao, à l'aveugle, on se rendait compte en fait du palais aromatique qu'on avait et des différences qu'on observait chez chacun des producteurs.
D'accord. C'est tellement passionnant que j'ai totalement omis de te dire que tu pouvais déposer donc ta cabosse que tu m'offriras à la fin de... Avec grand plaisir. C'est vrai, elle vient du Carbet en plus. Elle vient du Carbet, elle a été prise juste avant de C'est venir. vrai. Oui. Merci pour ce présent que je me suis offerte toute seule. Merci beaucoup, T'en Cora. prie, Caroline. Alors, ça fait 8 ans à peu près que tu présides Valcaco. Quelles sont les difficultés de la filière? Parce qu'en fait, je sais que vous travaillez à la restructuration, l'accompagnement des producteurs, et puis redonner ces lettres de noblesse à une filière qui était complètement oubliée. Quelles sont les principales difficultés que tu rencontres, que vous rencontrez? Bien sûr, on a des difficultés, bien sûr, d'ordre technique, quoi. Au départ, on ne savait pas ce qu'on avait, on ne savait pas ce que ça valait, on ne savait pas non plus ce que les chocolatiers d'ici ou d'ailleurs étaient prêts à payer pour un cacao martiniquais produit avec un coût de main-d'œuvre qui est le même coût d'une main-d'œuvre française. Et donc, il a fallu inventer toutes les terres martiniquaises pour retrouver toutes les vieilles cacaoyères, identifier les variétés. C'est un travail qui prend du temps, finalement. Et qui a pris combien de temps, à peu près? C'est-à-dire, entre 2012 et 2017, on ne savait pas ce qu'on avait sur le territoire, ce qu'on pouvait planter ou pas. Voilà quoi. On ne savait plus rien. On repart de zéro. On avait un peu perdu, même beaucoup, perdu notre savoir-faire. Et du coup, il a fallu aussi aller voir chez les voisins, ceux qui n'ont pas arrêté de produire. Comment est-ce qu'ils produisent, comment est-ce qu'ils transforment, avec quelle variété. Au départ, on se disait même, non mais c'est génial, on va inventer du Trinitario de Trinidad, c'est une variété extraordinaire, tout ça. Et puis, un des premiers voyages qui nous a fait commencer à prendre conscience finalement que peut-être qu'on avait quelque chose d'extraordinaire chez nous et que c'était pas la peine d'aller chercher ailleurs, que le joyau, il était déjà... L'or noir. Exactement, l'or noir était déjà bien présent en Martinique. C'était à Grenade en 2014. Et on demande ils ont un des meilleurs chocolats au monde et on leur demande... Eux aussi? Oui, il y en a 7. Il y a 8 pays producteurs exclusifs de chocolat fin au monde et 7 d'entre eux font partie de la Caraïbe. Il y a vraiment un terroir propice caribéen pour faire un chocolat haut de gamme. Et à Grenade, on leur demande mais comment est-ce qu'ils ont fait en fait pour produire un chocolat aussi bon et tout à la pépinière gouvernementale. Et là, ils nous disent, écoutez, on a mis 30 ans à sélectionner plus de 30 variétés, sous-variétés, etc. Et c'est le mélange de toutes ces variétés-là, on va dire, pas vraiment des variétés, mais on peut appeler ça variété, qui crée le goût Grenade. Et là, on s'est dit, bon, il y a une amorce de réflexion et peut-être qu'il faut aller chercher par là. Peut-être que c'est en mélangeant tout ce qu'on a chez nous qu'on va avoir notre goût martinique, quoi. Et donc tout ça... On note que c'est 30 ans aussi. On note que c'est 30 ans, donc c'est long. Ça demande du temps, que c'est long. Que structurer une filière, c'est long. Structurer une filière avec un arbre fruitier qui met 3 ans pour planter les premiers fruits, 5 ans pour produire correctement, ça prend du temps. Et puis derrière, il y a toute la nécessité aussi de construire le collectif, quoi, d'arriver à se mettre d'accord. Donc des personnes différentes, avec peut-être des envies aussi différentes sur un socle commun. Arriver à se mettre d'accord sur un socle commun. Et tout ça prend du temps parce que c'est de l'humain. Pourquoi tu décides de te lancer dans l'aventure politique et à quel moment? En fait, je ne décide pas vraiment de me lancer. De toi-même, on vient te chercher. C'est ça. À chaque fois, ça a été qu'est-ce que je peux apporter à mon territoire, à mon échelle. Donc au départ, c'était je vais planter des cacaoyers sur le terrain de mon papy, c'est super. Et puis après, ça a été je vais apporter plus à l'échelle du territoire une dynamique de développement de la filière cacao. Et puis sur le développement de la filière cacao, on travaille avec le président actuel du conseil exécutif, qui était président de région à l'époque, en 2015. Entre 2014 et 2015, on travaille ensemble à l'émergence de cette filière. Et puis, un peu avant les élections, il demande à me rencontrer dans son bureau. Et puis, il me dit écoutez, Cora, si je suis élue demain, j'aurais souhaité que vous soyez responsable du développement de l'agriculture en Martinique. Et à l'époque, Cora, tu as quel âge? Je rigole, parce que j'ai 26 ans.
Waouh. Et j'ai dit, écoutez, monsieur le président, je n'ai que 26 ans, je ne vois pas comment est-ce que je peux être responsable du développement de l'agriculture de Martinique. Et il me dit, écoutez, Cora, lorsqu'on est venu me chercher, moi j'en avais 27 et puis j'ai appris sur le tas, j'ai travaillé et j'ai appris. Et là, je me suis dit, à ce moment-là, j'enseignais en agronomie, comptabilité agricole aussi. C'est pas mon cœur de métier. C'est vrai que tu enseignais également. Au départ, oui, parce qu'il faut manger. Il fallait se nourrir à un moment. Il fallait se nourrir, mettre un toit sur sa tête, etc. Voilà. Et du coup, je me dis, quel risque finalement je prends à travailler à une autre échelle encore, à aider à faire avancer mon territoire dans mon domaine de compétences. En fait, je prends aucun risque, quoi. Donc je me suis dit, en plus, j'appréciais le discours dans le sens de, il faut aller vers plus d'autonomie alimentaire, il faut développer les relations avec la Caraïbe, etc. Tu avais déjà une belle expérience, notamment en Jamaïque. Oui, on avait eu l'occasion d'aller en Jamaïque, à Grenade, au Brésil aussi, et puis un peu toutes les îles du sud de la Caraïbe. Et c'est vrai que la Caraïbe est un territoire propice au cacao, donc on a des échanges avec beaucoup d'îles de la Caraïbe. Je me suis dit, pourquoi pas en fait. Finalement, j'ai rien à perdre et j'ai plein de choses à apprendre. Et si je peux apporter un tant soit peu, allons-y. Je me suis lancée comme ça dans l'aventure. Je trouve que c'est très inspirant et c'est un bel exemple parce qu'on voit bien que les jeunes se désintéressent beaucoup de la politique. Qu'est-ce que tu pourrais dire si tu devais convaincre nos jeunes de s'intéresser un peu plus à la politique locale? Pourquoi, en fait, quel serait l'intérêt pour eux de le faire et de s'engager, s'intéresser et s'engager? La première chose que je peux dire, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, si on n'est pas là où les décisions se prennent, là où on prend des orientations pour le futur, en fait, finalement, rester là à critiquer, on n'a pas de pouvoir sur ce qu'on souhaite et ce qu'on pense être bon pour notre environnement, notre territoire, etc. C'est la première chose que je peux dire. La deuxième chose, c'est que la Martinique a besoin de transmission. Ça fait 2 mandatures que je suis la plus jeune élue à la 7e. Alors, mais les jeunes... La première, c'était bien à 26 ans, mais bon, 6 ans plus tard. Et j'espère que dans 6 ans, ce ne sera pas le cas. Ou dans 7 ans. Espérons, on lance un appel. Voilà, c'est ça. On a besoin de jeunes. Enfin, je sais que je suis jeune, mais on a besoin de jeunes. On a besoin de compétences diverses et variées. On a besoin de donner des impulsions, de rêver aussi notre territoire. Il faut d'abord le rêver et puis ensuite mettre en place une méthodologie pour nos rêves, quoi. Aboutir au moins, même si on rêve là, qu'on arrive au moins là. Ouais. Alors, on parle un peu de retour des cerveaux en Martinique, justement, avec ces compétences dont le territoire a besoin pour se développer. Tu as un très bel exemple de cela. Et effectivement, les jeunes, c'est l'avenir. Donc, effectivement, je pense qu'il faut être là où les décisions se prennent, là où les projets naissent et là où on peut faire avancer, effectivement, le territoire. En tout cas, pour cela, tu es vraiment un très bel exemple. Je t'écoutais, tu as 34 ans aujourd'hui. Et je me demande comment, à 34 ans, on fait pour avoir un parcours aussi riche. Moi, je le trouve remarquable, ton parcours. Mais je me demande surtout, comment es-tu organisée? À quel moment tu travailles sur l'exploitation? À quel moment tu vas en plénière? À quel moment tu es responsable agricole dans une distillerie? Comment tu fais? Et j'ose espérer que tu as quand même une petite vie sociale, personnelle à côté. Je ne comprends pas l'équation, Cora. Dis-moi comment on fait ça. Je prends des notes. Bon, voilà. Alors, du coup, ça doit expliquer aussi pourquoi je suis un peu à fond aujourd'hui. Oui. Ce sont des rythmes incroyables. Soutenus. Oui, soutenus. Des journées qui commencent à... allez, on va dire entre 6h15 et 6h30. Allez, on fait une journée type. Alors, il n'y a pas vraiment de journée type, mais il y a des journées à peu près type. OK. Alors, une journée à peu près type, je n'aime pas me réveiller avant 6h. Donc, je me lève à 6h pile. Le café entre 6h et 6h15, mais qui peut traîner, mais à partir de 6h15, opérationnel pour appeler les collègues à la distillerie, voir si tout se passe bien. 6h15. 6h15. Et ils te répondent à 6h15. Oui, ils sont déjà au travail. Très Entre bien. 6h15 et 6h30, les gars sont déjà là. Ils sont là. On les salue. Voilà.
Et bon, voilà, vérifier si tout se passe bien, s'il n'y a pas une machine en panne, s'il n'y a pas quelqu'un qui a eu un souci. Enfin, voilà, c'est ça. Ensuite, regarder les mails, vérifier si j'ai pas zappé une réunion, par exemple, politique dans les nombreux mails qu'on reçoit dans la journée. Voilà, ensuite je me prépare, je vais à la distillerie. D'accord, tu commences par aller à la distillerie. D'abord la distillerie. Le matin, c'est la distillerie. Bon, voilà, donc tout ce que je fais à la distillerie. Et ensuite, l'après-midi, ça peut être ou de la CTM, ou Valcaco, ou les deux. Et puis ensuite, il y a les animaux. J'allais te dire, et l'exploitation dans tout ça. Moi, je pensais qu'on allait y aller très tôt le matin. Non. Non, je suis pas... Oui, on a vu marmotte, donc voilà. réveil 6 heures. Voilà, c'est ça. Donc non, l'exploitation, c'est fin d'après-midi, début de soirée, et puis sinon, plus le week-end. Et après, en période de récolte, par exemple, ou d'entretien. L'avantage, ce sont des arbres fruitiers, c'est pas du maraîcher. Donc ça demande pas d'être présent tous les jours. Par contre, quand c'est la récolte, c'est chaque semaine, et puis le week-end, il passe chaque semaine. Est-ce que tu as du monde qui t'aide sur l'exploitation quand même? Ouais, j'ai des cousins et des frères et sœurs qui en ont un peu marre de moi. Un compagnon qui m'accompagne et qui me soutient. Il est dans quel domaine, ton compagnon? Il est aussi agronome. Très bien. Cora, si tu pouvais revivre un moment, ce serait lequel? En tes 34 années de vie. Je pouvais revivre un moment? Ouais. Une balade à cheval avec mon grand-père. Waouh! Vous en faisiez de temps en temps? Oui, jusqu'à 82, 85 ans, il montait à cheval. Ok. Et donc oui, on en a fait, on a partagé cette passion-là ensemble. Donc vous aviez des chevaux? On avait des chevaux. On avait, quand j'ai eu 10 ans, il a acheté une jument et une ponette. Et puis voilà, on a gardé toujours 2 chevaux à la maison. Lui était à la retraite, donc c'était sa passion, quoi. Et puis c'était la mienne aussi, donc ça tombait très bien. Puis aujourd'hui, on en a encore 2 à la maison, donc voilà. Donc oui, un moment à revivre, une balade à cheval avec mon grand-père, Ouais. génial. C'est vos moments de qualité. Oui, exactement. Cora, tu te vois où dans 10 ans? Et ce sera ma dernière question. Tu peux prendre le temps de la réflexion. Ok. Projection. Tu te vois comment? Tu te vois où? Tu fais quoi? Avec qui? Dans Tu 10 portes ans. quelles actions? Enfin, tu peux répondre sur l'angle que tu veux. Ok. Dans 10 ans, j'espère quand même que je serai maman parce que j'aurai quand même plus de 40 ans. Ça serait Désir de bien. maternité? Oui, bien sûr. Ouais. Tout Tout le monde sur l'exploitation. Voilà, exactement. Mes cousins en ont déjà marre de moi. Faut la relève là pour l'exploitation. Voilà, tout à fait. Mon meilleur ami a eu un bébé il n'y a pas longtemps et je dis c'est la relève, mais il a que 5 mois, mais c'est déjà la relève. Et ouais, j'espère que j'aurai des enfants. J'espère que sur la filière cacao, on aura avancé. Peut-être une AOC, ce serait top. Quelque chose de stabilisé avec un collectif qui fonctionne, ce qui n'est pas évident au quotidien. Ce serait bien. Et puis oui, peut-être une marge de manœuvre supplémentaire pour les décisions aujourd'hui qu'on prend à la CTM. Et puis plus de cacaoyers aussi plantés sur le terrain familial parce que jusqu'à aujourd'hui, je m'occupe plus des autres que de ma propre plantation. Il y en a combien à peu près sur ta plantation? Pas suffisamment. Tu peux même pas dire les chiffres. 400, c'est pas énorme. Il y en a combien? 400. C'est pas mal. Oui, mais bon. Les belles exploitations, la moyenne en Martinique sur les exploitations? On est sur des plantations qui vont de... Aujourd'hui, ce sont des petites plantations, 2 à 5-6 hectares maximum. Donc en termes d'arbres, allez, 3-4 000. Donc voilà, oui. je suis loin. Oui, c'est des ça, 3 oui, 4 mais 000. tu as peut-être encore plus d'impact ailleurs. C'est ça, notamment Peut-être. par rapport à ton engagement politique, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Cora. J'ai été ravie de partager ce moment qui est passé vraiment trop vite. Avec toi, je te souhaite une très belle continuation. Et on va te suivre et rendez-vous dans 10 ans. Merci beaucoup, Caroline, pour l'invitation. Ça fait
ça fait plaisir et puis ça change aussi des sujets habituels parce que souvent quand on va en télé, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé et là c'est plutôt cool et bienveillant, on va dire. Voilà. C'est ça, c'est complètement la ligne en fait la ligne éditoriale de l'émission, c'est aussi de savoir qui sont ces femmes derrière ces parcours inspirants, engagés ou parfois résilients. Et ils permettent aussi, mine de rien, de donner des clés, d'inspirer, d'aider les personnes qui nous regardent, des femmes, des hommes, des enfants, des ados. Et j'ai tenu à ouvrir cette saison avec toi parce que c'est important de montrer cette jeunesse qui ose, cette jeunesse qui bouge, qui veut travailler pour son pays, son île, qui a cette passion martinique, comme j'aime dire. Donc merci pour tout ça. Et puis écoute, on va déguster ce joli menu, si tu as une petite faim. Avec grand plaisir, c'est magnifique, ça donne envie. On n'a même pas envie d'y toucher en fait, tellement c'est beau. On va y toucher, je te rassure. Merci beaucoup. Caroline. Merci. Merci à toi.